Alors bonjour à tous, ici Valérie Borde, journaliste scientifique et fondatrice du Centre Déclic. Depuis 2 ans, nous organisons des conférences scientifiques qui permettent des rencontres en personne entre des chercheurs et la population. Évidemment, la pandémie nous a forcés à passer en ligne, mais on a bien hâte de vous retrouver en personne. Aujourd'hui, je suis avec Béatrix Bessner, qui est directrice du groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, et on va parler suite à notre première conférence sur les menaces sur les lacs. Aujourd'hui, on va parler vraiment des problèmes et des solutions. Donc, pour commencer, je vous présente Béatrix. Donc, Béatrix est originaire d'Ottawa. Bonjour Béatrix. Bonjour. Alors, vous voyez, elle ne vient pas vraiment d'une famille de scientifiques, hein. Son père était chef de cuisine, sa mère agente d'assurance, mais elle était vraiment passionnée de la nature depuis l'enfance. Et puis, c'est au baccalauréat qu'elle est littéralement tombée dans l'eau. Donc, elle a commencé à s'intéresser beaucoup à l'eau, ce qui ne l'empêche pas par ailleurs d'avoir d'autres activités comme la flûte, par exemple. Elle a fait son bac à Guelph, sa maîtrise à Calgary, son doctorat à Vancouver. Donc, vous voyez une authentique canadienne qui est maintenant professeure à l'UQAM, spécialiste en limnologie, on en a parlé la dernière fois, et directrice du GRIL. Donc, avant de parler des menaces sur les lacs, Béatrix, pour commencer, si je devais vous demander votre lac préféré, ça serait où? Oui, c'est pas une réponse facile, mais je dirais par ancienneté, ce serait probablement le lac où on avait mon chalet quand j'étais jeune. C'est le lac Rocher, proche de Notre-Dame de la Salette en Outaouais. D'accord. Ok. Oui, les souvenirs d'enfance, hein, les lacs, c'est très très fort. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté notre dernier webinaire, pouvez-vous commencer par nous présenter ce que c'est que le grill? Oui, bien sûr. Le GRIL, c'est un grand groupement de chercheurs au Québec qui s'intéressent aux lacs et des autres écosystèmes d'eau douce. On réunit maintenant 57 professeurs et leurs équipes répartis dans 10 institutions universitaires. Nous avons présentement plus de 175 étudiants, chercheurs et postdoctorants. Le GRIL, comme équipe de recherche, ça existe depuis 32 ans. Et nous sommes financés depuis tout ce temps-là par les fonds de recherche du Québec. Nous menons des recherches suivant deux grands axes. D'une part, on essaie de comprendre exactement comment fonctionnent les lacs et les autres écosystèmes aquatiques comme les rivières. D'autre part, nous essayons de comprendre les multiples menaces qui planent sur ces écosystèmes à cause des activités humaines, ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Oui, effectivement, Ouais. parmi ces menaces, on va rentrer maintenant tout de suite dans le vif du sujet. L'une des mieux connues et des plus répandues, c'est l'eutrophisation. On en a parlé brièvement dans le dernier webinaire, mais pouvez-vous nous rappeler ce que c'est exactement qui se cache derrière ce grand mot? Oui, c'est un grand mot qui veut dire, effectivement, c'est un phénomène naturel de vieillissement de lac. Normalement, ça se déroule sur des dizaines de milliers d'années. Ça débute avec les éléments nutritifs qui sont amenés naturellement vers les lacs par l'air, par l'eau ou les sols environnants. Et ça s'accumule progressivement dans les lacs, au fond des lacs. Ces composés, c'est notamment les nitrates et les phosphates qui sont les plus importants. Ça favorise la croissance des algues et les plantes aquatiques. Tout ça, ça va amener ensuite des transformations différentes, biologiques, physiques et chimiques dans le lac. Par exemple, au fur et à mesure que les plantes se multiplient, le taux d'oxygène dissous dans l'eau diminue, surtout la nuit quand ils meurent. Alors, quand ils ne font pas de la photosynthèse. L'eau devient alors plus trouble et la matière organique et les sédiments s'accumulent au fond. Donc, ça veut dire que pour les poissons qui aiment l'eau claire et riche en oxygène, comme les truites, ils vont avoir de la misère à survivre dans ces milieux-là, ils vont disparaître. Le lac se transforme effectivement peu à peu en un milieu humide, comme un marais ou une tourbière, et ça finit éventuellement par s'assécher pour laisser place à une friche ou une forêt. Euh, alors, comme on voit sur la diapo, au début de sa vie, un lac est dit oligotrophe, puis il devient mésotrophe, eutrophe, puis hypereutrophe, juste avant de complètement disparaître. Les lacs au sud du Québec, la plupart ont été formés après la dernière glaciation, ça fait 12 000 ans. Ils sont encore
jeune et devrait donc être au début de ce processus. Je sais que 12 000 ans, ça a l'air jeune, mais c'est des lacs dont on ne parle pas des humains. Oui. Mais c'est souvent pas le cas qu'ils se sentent encore oligotrophes, à cause surtout des activités humaines dans les bassins versants, qui peuvent provoquer le vieillissement d'un lac en quelques dizaines d'années au lieu de quelques milliers d'années. Et tout ça, ça se fait juste en augmentant considérablement les apports en éléments nutritifs. D'accord. Donc, cette eutrophisation, elle peut vraiment compromettre plusieurs usages d'un lac, hein. Vous avez parlé des truites. On peut penser aussi à l'approvisionnement en eau potable. Et puis, un excès de phosphore peut faire proliférer les fameuses cyanobactéries qu'on appelle aussi des algues bleu-vert. Alors, au fil des ans, il y a eu plusieurs chercheurs du GRIL qui ont étudié ce phénomène, qui ont été sollicités aussi par le gouvernement, par des gestionnaires de lacs et puis par des journalistes pour répondre à leurs questions parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses, hein, qui circulent sur les cyanobactéries. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quoi on parle exactement? Oui, je sais, c'est pas toujours évident parce qu'on a tendance à un peu mêler beaucoup de concepts, beaucoup de choses qu'on entend par rapport au lac. Mais ce qu'on sait par rapport aux cyanobactéries, ou ce qui est assez bien établi, première chose, c'est pas un nouveau phénomène. Ça existe depuis au moins 50 ans qu'on est au courant que ça arrive dans les lacs partout dans le monde. C'est peut-être un peu plus nouveau pour le Québec, les lacs du Québec, parce on était chanceux d'avoir des lacs plutôt oligotrophes dans ce milieu ici. Mais dans les lacs en Chine, par exemple, où il y a eu, ou en Europe, où il y a eu plus d'apports depuis beaucoup plus longtemps, ils ont eu des problèmes avant nous. Aussi, leurs lacs sont souvent moins profonds déjà. Alors, c'est pas un nouveau phénomène. Ce n'est pas non plus une infection. On est au milieu d'une pandémie. On parle pas des virus. C'est vraiment une espèce ou des espèces qui sont naturellement retrouvées dans les cours d'eau. C'est juste que normalement, leur abondance ou biomasse est contrôlée par la présence d'autres espèces, par un réseau trophique en santé. Alors, c'est pas une infection. C'est pas transmissible alors par les bateaux parce que ça existe déjà dans la plupart des lacs. C'est juste qu'ils existent à une abondance contrôlée. Mélanger l'eau sur le plan d'un lac, ça change pas grand-chose. Alors, c'est pas une solution à un problème de cyanobactéries dans un lac. Ça peut peut-être ponctuellement dans une petite place où on trouve le mélangeur, ça va peut-être empêcher qu'on voit les cyanobactéries à la surface là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents dans l'eau et que, en fait, ça déplace le problème ailleurs dans le lac. Alors, ça aide pas non plus. C'est pas toujours les riverains qui sont responsables. Des fois, ça va plus loin que les gens qui sont juste à côté du lac. Ça peut venir, par exemple, des champs agricoles qui sont beaucoup plus loin. Mais c'est sûr que tout ce qui se fait dans un bassin versant va influencer qu'est-ce qui se passe dans un lac. Alors, c'est quand même les activités dans le bassin versant qui vont être importantes. Mais c'est à trouver où sont les sources. Les engrais, c'est une question, est-ce que les engrais verts ou dites biologiques, ça va résoudre le problème? Mais non, parce que tous les engrais, bio ou non, sont faits pour alimenter les plantes. Et les cyanobactéries sont des types de plantes. Alors, ils ont aussi du phosphore. Ces engrais-là ont encore du phosphore. Et c'est ça qui est au bout du problème. Alors, ça n'aiderait pas non plus. De ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment un lien avec les pesticides. Il y a encore des études là-dessus. Mais le lien n'est pas super fort. C'est vraiment le lien le plus important, c'est avec les apports en nutriments. La salinisation de l'eau ne semble pas être très importante pour ça non plus. Ça cause d'autres problèmes dans nos lacs, mais ce n'est pas trop lié avec les cyanobactéries. Les pluies acides non plus. Ça, c'est un problème dont on parlait depuis les années 70, qui a été beaucoup résolu avec des nouvelles technologies, mais ce n'est pas la même problématique du tout. Alors, voilà, c'est un peu la... Oui. Et puis en bas de l'écran, donc on voit le nom de plusieurs chercheurs du GRIL là, qui sont impliqués, Oui. qui se sont beaucoup impliqués là-dessus. On sait qu'à l'origine de l'eutrophisation des cyanobactéries des fleurs d'eau, il y a des éléments nutritifs en excès, vous nous l'avez expliqué. On a particulièrement un gros problème avec le phosphore qui s'est accumulé au fil du temps. Au GRIL, vous avez des chercheurs qui ont mené une étude vraiment très intéressante à ce sujet récemment. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Oui, et là, on voit les chercheurs impliqués. Alors, on parle de Jean-Olivier Goyette, qui était un étudiant au doctorat, ça fait quelques années. Il a étudié avec deux chercheurs, un de l'UDM, Roxane Maranger, et un de McGill, Elena Bennett. Et par la suite, ils ont publié cette recherche-là dans la prestigieuse revue scientifique Nature Geosciences. Alors, c'est quand même une très, très Oui. belle publication et une très, très belle étude. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont partis avec des données historiques sur le territoire québécois. Ils ont retracé les quantités de phosphore qui se sont retrouvées dans 23 bassins versants du Québec. Et ils ont observé que même si l'agriculture intensive s'est surtout développée à partir des années 1950, ce qu'on connaît, c'est dès les années 20 que certains bassins hydrographiques du sud du Québec, comme celui du Yamaska qu'on voit en bas du graphique, ces bassins versants-là étaient déjà saturés. Okay? C'est ce qu'on voit avec la figure, tout ce qui est en vert, et des bassins saturés en phosphore. Et on voit que progressivement, il y a plusieurs bassins versants qui se sont rajoutés. Et avec cette étude, ils ont été capables d'établir qu'il suffisait d'environ 2 tonnes de phosphore en moyenne qui soit relâché par kilomètre carré pour qu'un bassin versant soit entièrement saturé. Et en fait, je sais, ça semble être un gros chiffre, mais par rapport à ce qu'on voit naturellement, c'est très peu. Leur calcul montre aussi que selon les régions, il faudrait de 100 à 2000 ans pour éliminer naturellement le phosphore excédentaire. Alors, c'est vraiment, vraiment énorme. Ouais, ouais, effectivement, c'est vraiment énorme, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'accélérer là cette récupération? Oui, les principales solutions sont connues, mais souvent c'est une question plutôt sociale ou réglementaire pour les appliquer. Alors, mais je dirais du côté scientifique, on a plusieurs solutions. En agriculture, par exemple, il ne faut pas épandre plus de phosphore que ce que les plantes ont besoin d'avoir pour pousser et qu'ils sont capables d'absorber pendant leur période de croissance. Alors, c'est vraiment le timing dans l'application et la croissance des plantes qu'il faut bien gérer. Là-dessus, il y a eu beaucoup de progrès, mais tout n'est pas résolu encore. Ce qui est vrai pour les champs de maïs, c'est aussi vrai pour les plates-bandes de fleurs que les gens ont chez eux ou les pelouses, ainsi que pour les terrains de golf. L'autre chose, c'est qu'il faut que les eaux usées soient traitées plus efficacement en dotant des stations d'épuration de nouveaux dispositifs et en veillant à ce que les fosses septiques soient bien entretenues. Oui. Il reste aussi des endroits où les eaux usées sont encore rejetées directement dans le naturel. C'est sûr que ça, c'est une grande source. La végétation qui se nourrit du phosphore peut être un rempart très efficace pour empêcher celui-ci d'atteindre l'eau. Alors, cela va beaucoup aider de garder les bandes riveraines le long des plans d'eau et des rivières et remplacer les berges en béton par des talus végétalisés. Alors, c'est ça, on a besoin de plus de milieux humides et moins de béton. D'accord. Et donc plus de végétation, plus de bandes riveraines, plus de milieux humides. Ouais. Maintenant, ça c'est pour le phosphore qui est un très gros problème, mais il y a aussi d'autres contaminants qui peuvent être préoccupants pour des lacs, hein. Oui, et ça dépend un peu de où on retrouve le lac. Ce n'est pas toujours les mêmes contaminants qui sont les plus préoccupants. Et ce qui est très perturbant, c'est que même très loin des activités humaines, on peut avoir des taux de mercure, par exemple, qui sont très, très élevés dans l'eau, parce que c'est un métal qui volatilise facilement et peut donc voyager dans l'atmosphère sur des très longues distances. Et c'est un problème qui est connu depuis longtemps et la réglementation est donc plus sévère, mais ça reste qu'on a encore beaucoup de problèmes avec le mercure dans le nord du Oui. pays. Et on le retrouve jusqu'en Arctique. Le problème avec le mercure, c'est que ça rentre dans les réseaux trophiques et ça reste dans les animaux, ça s'accumule en fait dans les animaux au sommet des chaînes alimentaires. Et c'est pour ça que souvent on conseille, en certains cas, de limiter sa consommation de poissons, qui cause des problèmes pour beaucoup de populations autochtones qui utilisent ça comme une source primaire d'alimentation.
Dans d'autres régions, par exemple en région périurbaine ou industrielle, c'est plutôt un risque de coliformes fécaux si les stations d'épuration ou des fosses septiques n'ont pas bien éliminé ces micro-organismes. On s'intéresse aussi de plus en plus à toutes sortes de résidus qu'on voit à l'écran aussi, qui ne sont pas bien éliminés par les procédés d'épuration encore et peuvent avoir un impact même à des concentrations minimes. Par exemple, des résidus de médicaments, des microbilles de plastique, dont on entend beaucoup parler récemment, ou des produits comme les retardeurs de flamme. Tous ces groupes-là, on les appelle maintenant des contaminants émergents, pour l'instant au moins. C'est une expression qui indique que ce n'est pas des nouveaux polluants, mais plutôt des polluants dont on se préoccupe depuis peu. Dans les régions agricoles, on retrouve bien sûr aussi souvent des traces de pesticides dans les lacs et les cours d'eau. Le problème, c'est que ces produits sont faits pour tuer. Alors, même à petite quantité, ça peut aussi avoir des impacts sur la flore et faune dans les milieux aquatiques. D'accord. Oui, on va revenir justement sur la question des pesticides parce que on sait qu'ils sont problématiques, mais pour être capable de savoir jusqu'à quel point ils constituent un problème et puis comment les réglementer, faut d'abord aussi arriver à savoir en quelle quantité on les retrouve dans les lacs et dans les cours d'eau. Et plusieurs chercheurs du GRIL travaillent là-dessus, hein. Expliquez-nous notamment leur travail. Oui, en effet, on a encore, ici, on parle de 3 chercheurs du GRIL, les professeurs Marc Amillot, François Guillemette et Sébastien Sauvé de l'UDM et l'UQTR. Et en 2017, ils ont mené une campagne d'échantillonnage pour mesurer les quantités de pesticides présentes dans l'eau le long du Saint-Laurent. Et on voit leur trajet à gauche sur l'écran. Ils ont regardé surtout 2 herbicides, le glyphosate et l'atrazine, qui sont beaucoup utilisés présentement dans l'agriculture, et les insecticides de la famille, j'ai toujours la misère à le dire, des néonicotinoïdes le long du Saint-Laurent. Alors, on voit bien le mot là. Oui, des néonicotinoïdes. Oui, j'ai toujours Malheureusement, un mot qu'on connaît, qu'on commence à entendre ouais. assez souvent. Oui. Souvent, on dit néonique, juste Oui, parce que c'est c'est plus mieux. simple. Alors, c'est ça. Sur la carte à gauche, les points rouges représentent les sites où ils ont pris jusqu'à 63 échantillons tout le long. Et il y a une carte à droite que vous voyez sur l'écran aussi. Et ce qu'on voit, c'est que plus la barre est haute, plus la concentration en pesticides est importante. Alors, selon nos analyses, ce qu'on voit, c'est que 99% des échantillons contenaient au moins l'une des 10 molécules qu'ils ont recherchées. Alors, c'est présent presque partout, c'est ça qu'on peut dire. Les plus fréquentes étaient effectivement le glyphosate et l'atrazine, qui étaient retrouvés dans 80% des échantillons. Les ioniques sont présents dans environ la moitié des échantillons. Mais les bonnes nouvelles, c'était que les concentrations des pesticides pris individuellement étaient tous en dessous des seuils considérés comme nocifs dans l'eau. Mais ils voulaient voir s'il y avait un effet cocktail. Alors, est-ce que si on prend tous ces des types de néonicotinoïdes ensemble, est-ce qu'on dépasse les seuils de toxicité? Et effectivement, ils ont trouvé que c'était dans 13% des échantillons que c'était le cas. Alors, cette étude-là, c'était importante quand même pour savoir si on devrait limiter l'usage de ces pesticides ou interdire certains. C'est vers là qu'on travaille. D'accord, oui. Parce qu'effectivement, être capable de calculer l'effet combiné, c'est quelque chose qui est très important, puis ça va au-delà des normes pour chacun C'est ça, parce qu'on les retrouve seuls rarement. Oui. Et on va parler maintenant d'une autre menace qui peut nous sembler un peu plus bizarre. On va parler des espèces exotiques. Alors, c'est assez surprenant, on pourrait se dire, puisqu'une nouvelle forme de vie qui arrive dans des lacs, on pourrait se dire que c'est plutôt bon signe, mais pas tellement, hein. Parlez-nous de ces espèces envahissantes. Oui, c'est ça. Et c'est beaucoup, bien sûr, relié au fait que le nombre de voyages et d'échanges commerciaux à travers la planète a énormément augmenté dans les 100 dernières années. On connaît tous la mondialisation. Ce qui veut dire qu'il y a un risque accru que les micro-organismes, les animaux, les plantes voyagent avec nous, effectivement, et ça soit transporté d'un endroit à un autre par les voyageurs, les bateaux, les marchandises.
Les espèces exotiques qui réussissent à coloniser dans un nouveau territoire sont celles qui sont assez adaptables, qui ont qui ont un style de vie assez général pour s'adapter à beaucoup de milieux, beaucoup d'environnements différents. Souvent, c'est aussi des espèces qui sont très tolérantes à la pollution, au dérangement de l'écosystème et qu'ils ont souvent aussi un taux de reproduction assez rapide qui fait qu'ils croissent très, très vite. Ici sur l'écran, on voit quelques-unes des espèces préoccupantes au Québec. Sûrement, les gens ont déjà entendu parler de la plupart de ces espèces et que si c'est des riverains qui écoutent, ils ont souvent même ces espèces dans leur lac. Des fois, ils sont des espèces très jolies, mais le problème, c'est qu'elles prennent la place et des nutriments ou d'autres sources des espèces indigènes qu'elles finissent effectivement par éliminer souvent. Alors, les espèces exotiques représentent un grand risque car elles peuvent déstabiliser les réseaux trophiques et les conditions physico-chimiques aussi des fois dans un lac. Et ça fait en sorte de compromettre certains usages, incluant parfois des lots de pertes économiques. Par exemple, le myrophile à épis, c'est un problème croissant au Québec et ça peut affecter, par exemple, le prix des propriétés. D'accord, oui, on voit que Ouais. ça peut avoir beaucoup de conséquences. Évidemment, les espèces envahissantes vont trouver des chercheurs du grill sur leur chemin, hein. Pouvez-vous nous parler de leurs recherches un petit peu? Oui, c'est ça. Et encore à l'écran, on voit quelques-uns. Je vais parler en premier avec de Pierre Magnan et Anthony Ricciardi de l'UQTR et McGill respectivement. Les deux se sont notamment penchés sur la pratique qui consiste à utiliser les poissons d'appât pour la pêche. Pierre a étudié cette pratique pendant une trentaine d'années et a démontré que dans les lacs du Québec où les pêcheurs ont utilisé les poissons d'appât, les rendements de la pêche à la truite mouchetée ont diminué de 50 à 70%. Alors, c'est vraiment C'est énorme. beaucoup, oui. Oui. Anthony Ricciardi, lui, il a établi des liens directs entre l'usage de poissons appât et l'introduction de plusieurs espèces exotiques de poissons et même des écrevisses. Leurs travaux ensemble ont eu beaucoup de retombées et ont notamment incité le gouvernement du Québec à interdire cette pratique, ce que je trouve être une très, très bonne nouvelle. Anthony est aussi très impliqué dans les études sur les moules zébrés, qui est une espèce encore en expansion. C'est notamment intervenu récemment sur le lac Memphremagog et il est intervenu sur le lac Memphremagog parce que cette espèce-là a commencé à coloniser le lac récemment. De l'autre côté de la diapo, on voit les deux chercheurs du CRIL qui travaillent plutôt sur les plantes envahissantes. Il s'agit de Jacques Besson de l'Université de Montréal et Claude Lavoie de l'Université Laval. Et en fait, ils sont tous les deux à la tête d'un grand groupe de recherche sur les plantes envahissantes. Le groupe s'appelle Phragmites, ce qui est un mot synonyme du roseau. Et depuis plus de 20 ans, ces chercheurs traquent le roseau commun, qui est un graminée, on voit encore à l'écran. Ça peut faire jusqu'à 5 mètres du haut et ça constitue une très grande menace à la biodiversité de tous les milieux humides au sud du Québec. Ces chercheurs tentent de mieux comprendre comment cette plante se disperse et quelles sont les moyens les plus efficaces pour freiner cet envahisseur. Et on voit aussi à l'écran que Claude a récemment publié un livre sur les espèces envahissantes au Québec, qui inclut plusieurs espèces aquatiques aussi. Oui, parce il y a quand même des solutions, hein, contre les espèces envahissantes. Il y a des choses qui peuvent être faites. Oui, et la preuve est vraiment avec les poissons à pas, dont je viens de mentionner. Mais en fait, le principe, c'est d'être attentif, vraiment de voir quand ces espèces envahissent et de ne pas se dire que si on a vu un seul oiseau à un endroit, ce n'est pas bien grave et de faire comme s'il n'était pas. Au contraire, il faut réagir vite, car plus on attend, plus le problème empire. Il y a deux façons d'agir. On peut tenter d'éradiquer les espèces envahissantes si possible, ce n'est pas toujours faisable, mais aussi en faisant attention de ne pas favoriser leur dispersion encore plus. Sur ce point, chacun peut et doit agir. Par exemple, pour empêcher les espèces envahissantes de passer d'un lac à l'autre, il ne faut pas transporter le matériel qu'on déplace.
il faut pas les transporter sur notre matériel. Il faut donc bien laver les canaux, les embarcations, la remorque aussi que vous utilisez pour transporter un bateau d'un lac à l'autre, si jamais vous changez de lac. L'idéal, c'est toujours de rester sur le même lac, si possible. Mais il y a aussi des actions collectives. On peut inciter les gouvernements à les financer aussi. Par exemple, il y a la Société d'aménagement de mise en valeur du bassin de la Batiscan. L'acronyme s'appelle SAMBA. C'est un groupe qui se bat actuellement contre le myriaphile à épis dans le lac à la Tortue. Et je parle de ce site-là parce qu'on a deux chercheurs du grill, encore une fois, Andrea Bertolo et Marco Rodriguez, qui sont des chercheurs à l'UQTR, qui participent dans ce projet activement. Et l'idée, c'était d'installer des membranes de jute au-dessus des bancs de myriaphile pour réduire les risques que les bateaux ramassent des boutures de cette plante qui peuvent être transportées ailleurs et commencer de nouveaux bancs de plantes. Encore une fois, Claude Lavoie, à l'écran de l'Université Laval, travaille aussi beaucoup sur cette espèce-là depuis 15 ans. Il a démontré que l'utilisation de ces types de toiles synthétiques peut vraiment faire reculer cette plante arrivescente. Et plusieurs programmes gouvernementaux visent aussi, par exemple, la carpe asiatique et aussi le roseau commun le long des routes. La dernière grande menace dont on va parler, c'est évidemment les changements climatiques qui ont évidemment déjà commencé, puis qui amplifient aussi certaines des menaces parce qu'elles ne se déroulent pas à part des autres choses. On va commencer par regarder une vidéo que vous allez nous commenter qui illustre un peu l'ampleur du problème. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Oui, c'est une animation réalisée par la NASA qui montre les anomalies de température. Alors, c'est vraiment ce qu'on voit par rapport à la moyenne entre les années 1880 et 2018. Quand c'est bleu, on est inférieur à la moyenne et en rouge, on est supérieur à la moyenne à long terme. Alors, ce qu'on voit, c'est que globalement, la température moyenne a déjà augmenté de 1,1 degré depuis 1880. Et on prévoit que d'ici la fin du siècle prochain, elle pourrait augmenter de plusieurs degrés, surtout si on ne met pas beaucoup de choses en place pour ralentir ce phénomène. Et c'est sûr qu'on sait que c'est maintenant causé par les activités humaines. Et aussi très parlant, c'est que les 5 dernières années ont été les plus chaudes qu'on a jamais vues sur la Terre. Sur les 150 dernières années, voilà ce qu'on voit ici. Et juste pour préciser, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est des vraies données. Ce n'est pas un modèle théorique ou des prédictions, d'autres choses. C'est vraiment des mesures qui ont été prises pour de vrai. Est-ce que, puisqu'on est dans une conférence sur les lacs, est-ce que les lacs subissent aussi cette hausse de température? Oui, il y a, je dirais, pas énormément d'études à l'échelle planétaire encore là-dessus, mais ce qu'on voit ici, c'est une étude qui a été publiée en 2015 qui a essayé de faire ça de façon globale. Et ce qu'on voit ici, c'est les changements de température de l'eau près de la surface des lacs en été, observés entre 1985 et 2009. Et tous les points rouges, ça indique les lacs qui se sont réchauffés. Et les bleus sont ceux qui se sont refroidissent. On voit que les rouges sont nettement plus nombreux et en plus, leur écart de température est plus élevé. Donc, c'est sûr qu'il y a des différences locales. Des fois, il y a des processus locaux qui affectent ce qui arrive dans un lac. Mais la tendance mondiale, c'est un réchauffement des lacs. Et selon moi, il n'y a aucun doute que ça arrive. D'accord. Et vous, justement, Béatrix, vous intéressez particulièrement à tous ces bouleversements que les changements climatiques impliquent pour les lacs, parce que on parle pas juste d'une hausse de température de l'eau, hein, il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, on peut d'abord parler du couvert de glace qui disparaît de plus en plus tôt au printemps, car les hivers sont plus courts. Ça aussi, ça arrive des fois plus tard au début de l'hiver. Mais la fonte plus active du couvert de glace engendre un effet de boule de neige, si je peux utiliser cette expression-là, parce que l'eau est plus tôt au contact de l'air, elle se réchauffe plus vite. La lumière pénètre aussi plus tôt dans les profondeurs.
Et ces changements ont des répercussions sur le plancton qui vit près de la surface. Certains vont aimer ça, d'autres non, mais globalement, on attend à ce que la quantité moyenne de plancton augmente probablement, ou au moins augmente plus tôt que normalement. Alors, ça va bouleverser un peu le timing dans tout ce qui arrive dans les réseaux trophiques ou les réseaux alimentaires. J'ai plusieurs projets de recherche en cours, alors tout n'est pas encore connu, mais on essaie de mieux comprendre ce phénomène avec des expériences où on brise la glace et on va voir quel est l'effet sur les réseaux trophiques. Dans un deuxième exemple qu'on voit à l'écran, par rapport à les précipitations, on sait que ça devrait augmenter au sud du Québec avec les changements climatiques. Cela veut dire qu'on aura plus de ruissellement à travers les bassins versants. On peut donc s'attendre à ce que les eaux de ruissellement amènent plus de sédiments et des nutriments vers les lacs, ce qui veut dire que l'eau devient plus brune et plus eutrophisée, en fait. Plus de ruissellement, ça peut aussi impliquer plus de pollution par des pesticides et toutes sortes de contaminants qui se retrouvent dans les bassins versants parce que tout est ramassé par l'eau qui coule vers les lacs. Et c'est encore plus un problème quand il y a des inondations parce que ça apporte vraiment tout vers les lacs dans ce cas. Donc, avec les changements climatiques, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les conditions de vie des lacs. Alors, on ne va pas tout détailler aujourd'hui, mais pour qu'on réalise à quel point ces changements sont marquants, parlez-nous un peu des lacs qui sont loin des activités humaines, là, qui sont au cœur des forêts. Même là, il va y avoir des changements, des effets des changements climatiques, hein, jusque dans les profondeurs des lacs. C'est fou. Oui, en effet, les effets attendus sont très importants. Si on reprend le schéma où on présentait le lac comme un réacteur chimique, on peut voir par exemple que le fait que les précipitations augmentent va amener plus de matière organique de la forêt à ruisseler vers les lacs. L'eau va devenir plus brune, comme j'ai mentionné tantôt, et plus chaude en surface. Donc, il y aurait moins d'oxygène au fond et au final, moins de mélange aussi des eaux. Alors, tout ça, ça affecte la vie, l'écologie d'un lac. Et à cause de ça, on va possiblement avoir moins de poissons, surtout en plus haut de la chaîne trophique. Plus de contamination par le mercure et plus de problèmes si on utilise les lacs comme source d'eau potable. Évidemment, la solution n'est pas de déboiser les forêts autour des lacs, car c'est sûr que les forêts jouent des rôles écosystémiques très importants aussi, par exemple en absorbant le CO2 de l'air, ils rafraîchissent l'environnement, ça freine le ruissellement aussi et ça protège la faune, bien sûr. D'accord. Et puis, dans les régions plus urbanisées ou agricoles, là, vous vous attendez à une accélération de l'eutrophisation? C'est bien ça, hein? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on va voir ça? Alors, avec les changements, les changements climatiques, en fait, favorisent les cyanobactéries, le champion de l'eutrophisation dont on a parlé tantôt. Avec l'augmentation des températures, ces lacs deviendraient plus fortement stratifiés thermiquement en été. Ça veut dire que la couche chaude à la surface du lac, là où on aime se baigner, ça serait plus stable et plus chaud, ce qui va avoir une multitude de conséquences sur les flux de nutriments et les eutrophiques. On sait que ces conditions-là sont propices à la multiplication des cyanobactéries. Ils aiment ça vraiment chaud et stable. Aussi, avec les précipitations accrues, on va avoir plus d'apport de nutriments, comme j'ai mentionné, comme le phosphore, qui va arriver dans les lacs et donc nourrir encore plus les cyanobactéries. Alors, et on pense que les cyanos sont peut-être un peu plus résistants à une certaine pollution. Alors, elles vont proliférer et prendre la place et on risque d'avoir plus d'épisodes de fleurs d'eau. D'accord. Donc on voit qu'il y a des espèces vivantes, hein, qui vont profiter, comme les cyanobactéries, des changements de conditions dans les lacs, mais il y en a aussi évidemment d'autres qui vont en pâtir. Vous n'avez pas beaucoup de bonnes nouvelles, hein, pour nous, hein. Oui, en effet. Dans les espèces qui vont bénéficier des changements climatiques, c'est sûr que c'est les cyanobactéries sur lesquelles on peut penser, mais aussi des espèces envahissantes. Comme j'ai mentionné, sont souvent plus tolérantes à plusieurs conditions. Euh, Aussi, ils sont souvent plus adaptables et tolérantes à la pollution. Aussi, le fait que
c'est souvent des espèces du sud qui viennent vers le nord. Avec les changements climatiques, ça va encore favoriser ça à cause des changements dans la température. Alors, juste une migration vers le nord de toutes sortes d'espèces. Du côté des poissons, on sait aussi que la hausse de température, ça va plutôt bénéficier les espèces de petite taille, comme les menhirs, et nuire à des plus gros poissons comme les salmonidés. Et c'est beaucoup relié avec la température et le taux d'oxygène concentré dans l'eau. On a aussi plusieurs études qui démontrent maintenant qu'on devrait s'attendre à voir que l'achigan remplacera le doré jaune et le touladi comme des espèces de poissons dominantes dans les lacs du nord des États-Unis et au sud du Canada. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est très difficile d'anticiper les changements à venir parce que tout est lié dans un lac. Il y a aussi de l'évolution qui arrive en même temps, des migrations. Alors, il y a toutes sortes de choses qui arrivent en même temps. Alors, on essaie de décortiquer ça avec l'écologie aquatique. Mais une chose qui est certaine, c'est que tous ces changements risquent d'avoir des impacts sur les services rendus par les lacs. Alors, on peut se questionner, est-ce qu'on pourrait encore s'en servir des lacs comme source d'eau potable s'ils sont complètement envahis de cyanobactéries qui ont aussi des toxines souvent associées avec eux? Est-ce qu'on va toujours vouloir se baigner dans l'eau qui est brune ou l'eau qui est couverte de cyanobactéries? Probablement que non. L'autre problème, c'est les eaux brunes coûtent plus cher à purifier pour rendre l'eau potable parce qu'en fait, il y a des produits nocifs qui peuvent se former quand on rajoute du chlore dans ce type de l'eau-là. Alors, ça augmente vraiment les coûts d'assainissement de l'eau. On peut se demander, est-ce qu'on peut encore compter sur le poisson comme des sources de protéines, surtout si les grosses espèces disparaissent. Alors, on a beaucoup à perdre avec les changements climatiques, effectivement. D'accord, ouais. Et est-ce que ça veut dire, Béatrix, ça, que c'est trop tard, qu'on doit, c'est plus la peine d'essayer d'agir contre les changements climatiques? Non, pour moi, c'est jamais trop tard. Et je dirais, honnêtement, je ne suis pas la seule à dire que c'est pas trop tard. Et si on peut vraiment limiter dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre, on va limiter l'ampleur de la hausse des moyennes températures. Alors, ça va faire que les multiples changements qui sont attendus soient de moins grande ampleur. Alors, ça va faire qu'il y aurait plus de temps pour que les espèces s'adaptent aussi. Alors, tout c'est dans le temps. Mais il faut aussi agir sur toutes les autres menaces dont on a parlé aujourd'hui. Alors, il faut continuer à protéger la biodiversité, limiter la pollution qui se rend vers les lacs, redonner de l'espace à la nature. Il faut continuer à faire ça. Et chaque geste compte au final. D'accord, donc on peut tous agir, hein. On arrive maintenant à la fin de notre présentation. Merci beaucoup, Béatrix, pour ces explications très, très éclairantes. Merci aussi à vous, cher public, pour votre attention. Merci également au groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, pardon, et au Fonds de recherche du Québec qui nous soutiennent aussi au Centre Déclic. C'est maintenant la fin de notre vidéo, mais ne partez pas, on va maintenant revenir au direct pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci.